Alors aujourd'hui, on s'attaque à un décryptage complètement fou. C'est l'histoire d'un simple ordinateur qui tournait en permanence dans une petite pièce exiguë et qui est devenu, contre toute attente, la cible la plus traquée de la planète. C'est une véritable épopée technologique, une saga judiciaire vertigineuse qui a, pour être honnête, totalement redéfini la façon dont l'information circule à travers le monde. Dès le départ, on comprend que ce jeu du chat et de la souris dépasse très largement le simple cadre des droits d'auteur. Ça nous met face à une question super profonde, presque philosophique. Si des milliards de dollars injectés par l'industrie, des raids de police spectaculaires et la pression de gouvernements entiers n'arrivent pas à faire disparaître une seule plateforme, eh bien, qui contrôle vraiment Internet? Première étape, la naissance du navire. Retour en 2001, à Stockholm. Il faut s'imaginer la scène, un petit appartement rempli de câbles emmêlés, une chaleur étouffante dégagée par les serveurs, le bruit des ventilateurs, et là, au milieu, un jeune de 19 ans, Gottfried Svartholm. Sa véritable obsession, ce n'est pas juste le code, c'est l'architecture du pouvoir numérique. En 2003, avec deux amis, il lance un traceur BitTorrent rudimentaire. Leur philosophie est radicale, zéro barrière, zéro filtre, et surtout, on ne garde absolument aucune trace. Ce n'est pas juste un détail technique, c'est une posture féroce faite exprès pour rendre la police impuissante dès le premier jour. Sans journaux de connexion, il n'y a aucune preuve. Évidemment, les géants du divertissement voient rouge. Le studio DreamWorks envoie une lettre de menace énorme pour faire supprimer des fichiers. N'importe qui aurait paniqué et obéi dans la minute, non? Eux, ils choisissent la provocation absolue. Ils répondent d'un truc du genre « La Suède n'est pas en État américain ». Et le coup de grâce, c'est qu'ils publient l'intégralité de ces menaces juridiques en direct sur leur page d'accueil, pour s'en moquer. Ce refus total de se soumettre crée un buzz monumental. Deuxième partie, le raid de 2006. Quand les choses deviennent physiques. Le 31 mai 2006, la Suède finit par céder à la pression d'Hollywood. 5h47 du matin, l'opération est lancée. 53 policiers armés défoncent les portes, arrachent les câbles des murs et saisissent les serveurs. À 11h, on annonce fièrement la mort du site à la télévision nationale. Sauf que, 72 heures plus tard, à la stupéfaction générale, le site réapparaît. Et il fonctionne parfaitement. C'était presque inconcevable à l'époque. En fait, l'erreur des autorités a été monumentale. La police s'est acharnée sur la matérialité. Ils ont saisi du plastique et du métal, pensant couper la tête du serpent, mais ils ignoraient que les créateurs avaient tout anticipé. Juste avant l'impact, l'essence même du système, les données chiffrées, avaient déjà été envoyées aux Pays-Bas. L'enveloppe physique a été détruite, mais l'âme numérique, elle, était déjà loin. Et le résultat de cette descente musclée? C'est l'ironie absolue. Au lieu de tuer la plateforme, la police a orchestré, sans vouloir, la plus grande pub gratuite de l'histoire d'Internet. Le trafic s'est littéralement enflammé pour atteindre le chiffre fou de 30 millions de visites par jour. La tentative de destruction a transformé ce site en légende planétaire. Troisième partie, le procès historique. La grande bataille de 2009. La reine se déplace donc dans une salle d'audience, et le contraste visuel est saisissant. D'un côté, les avocats d'Hollywood en costume strict, avec d'immenses graphiques montrant des milliards de dollars de pertes. De l'autre, des jeunes programmeurs en t-shirt qui lèvent les yeux au ciel. Leur défense est froide, mathématique. Leurs serveurs sont vides. Ils n'hébergent pas les moindres films, c'est juste un moteur de recherche. Le tribunal se transforme littéralement en cours d'informatique, tellement la justice a du mal à comprendre la technologie derrière tout ça. Malgré ça, le 17 avril 2009, le verdict tombe. Coupable. 1 an de prison ferme et des millions d'amendes. La réponse de l'équipe ne se fait pas attendre. Sur leur site, ils affichent un Mickey Mouse avec la bouche barrée de rubans adhésifs. Mais il y a un rebondissement énorme dans l'histoire. Gottfried, l'architecte principal, n'est même pas là pour entendre le jugement. Il s'est volatilisé. Ce qui nous amène à la partie 4, la traque et l'arrestation. Une véritable chasse à l'homme. Pendant qu'Interpol lance une notice rouge pour le retrouver, le site, lui, fait une évolution technique absolument fascinante. Ils abandonnent les fichiers physiques qu'on pouvait encore saisir pour passer à ce qu'on appelle les liens magnètes. En gros, on transforme des fichiers en mathématiques pures. De simples lignes de code, sans aucun poids. La plateforme devient complètement immatérielle. La police peut continuer à défoncer des portes, il n'y a plus rien à saisir. Mais bon, la technologie est intouchable, pas les hommes. En août 2012, au Cambodge, c'est la fin de 16 mois de cavale. La police force la porte d'un appartement plongé dans le chaos. Le grand génie traqué par le monde entier est là, seul, entouré d'une montagne de canettes de boissons énergétiques, face à un simple ordinateur portable. La grande évasion s'arrête là. Rapatrié en Suède, l'ambiance devient beaucoup plus sombre. On ne parle plus du tout de téléchargement illégal, mais de cybercriminalité de haut vol. L'État l'accuse d'avoir piraté d'immenses infrastructures,
dont des banques. L'accusation sort des journaux de connexion et des adresses IP qui pointent directement sur son ordinateur. Lui, il ne lâche rien. Il affirme que sa machine a été infectée par un logiciel malveillant et qu'il a juste servi de relais aveugle à d'autres hackers. Et l'engrenage continue. Il est extradé vers le Danemark pour une affaire similaire, mais à une échelle encore plus grande, touchant l'infrastructure de l'État danois. La justice européenne, terrifiée par ces nouvelles menaces informatiques, décide de frapper très fort pour faire un exemple. La sentence tombe, 3 ans et demi de prison ferme, une des sanctions les plus lourdes de l'époque pour ce type de délit. 5e et dernière partie, le système indestructible, ou pourquoi on ne peut pas arrêter une idée. Parce que pendant que les créateurs purgeaient leur peine derrière les barreaux, la machine qu'ils avaient créée continuait de s'étendre. C'est le principe de l'hydre. Pour chaque serveur confisqué, 3 nouvelles répliques apparaissaient automatiquement. Des centaines de sites miroirs protégés par des proxys mondiaux, des sauvegardes dispersées partout, jonglant avec des dizaines de noms de domaines. Le système s'était tellement décentralisé qu'il était devenu impossible de viser un point central. C'était littéralement comme essayer d'attraper de l'eau avec ses mains. Finalement, en observant cette décennie de traques, on est forcé de constater une chose. Une architecture purement décentralisée ne peut pas être éradiquée. Alors qu'on arrive à la fin de cette histoire, et dans un monde numérique où la volonté de surveiller ou de verrouiller les données ne fait que grandir, on est en droit de se poser une dernière question. Dans toute cette histoire, entre les systèmes et l'État, qui a vraiment raison ?